Alors, bonjour, chers compatriotes. Donc, dans la suite de notre campagne référendaire, j'ai procédé à l'analyse comparative du régime présidentiel qu'il y a au sein de la Constitution américaine au régime proposé au sein du projet constitutionnel. Donc, vous savez, la Constitution américaine, elle date du 17 septembre 1787. Ce qui m'a frappé en procédant à ce travail d'analyse comparée, c'est que je me suis rendu compte que la Constitution américaine était composée d'un préambule et uniquement de 7 articles. Et en vrai, cette constitution ne peut tenir que sur environ 7 à 8 pages. Donc, il est annexé à cette constitution qui facilement tient sur 7-8 pages des amendements. Donc, il y a au total environ 27 amendements. Donc, on est quand même sur une constitution de 8 à 9 pages, même pas, qui s'adresse à une population de près de 335 millions d'habitants. Donc, comparé à notre constitution, on est sur 42 pages avec 173 articles. Une constitution qui s'adresse à une population d'environ 2 400 000 habitants. Voilà, tout ça, ça en dit long. Donc, ne vous étonnez pas alors, vu la différence en termes de contenu, ne vous étonnez pas que certaines dispositions que l'on retrouve au sein du projet constitutionnel n'y soient pas au sein de la Constitution américaine, vu le nombre d'articles qu'il y a au sein du projet constitutionnel. Donc, nous allons commencer par le pouvoir exécutif. Qui détient le pouvoir exécutif au sein du régime présidentiel américain? Donc, c'est l'article 2 de cette constitution-là qui dit exactement ceci. Le pouvoir exécutif est confié au président américain pendant son mandat qui est de 4 ans. Alors, on va aller du côté du projet constitutionnel gabonais. Donc, il y a des articles équivalents. Donc, celui de l'article 41 qui dit que le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. L'article 69 apporte un peu plus de précision. Il est également le chef du gouvernement. L'article 41 apporte une autre précision, que c'est lui qui détermine et conduit la politique nationale. Pas de problème à ce niveau. Alors, qu'en est-il de la chefferie? Donc, la Constitution américaine dit ceci, que le président est le commandant en chef de l'armée et de la marine. Quant à notre projet constitutionnel, l'article 55 vient dire que le président de la République est le chef des militaires et il dispose de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc, en faisant plus de recherches, on se rend compte que les prérogatives de chefferie du président de la République gabonaise vont au-delà de ceux du président américain, puisque, en plus des pouvoirs que je viens d'énoncer, le président gabonais est également le chef des administrations civiles. Parlons maintenant du vice-président, le vice-président américain, qui est également prévu au sein de la Constitution américaine. Donc, il est dit du vice-président américain qu'il est élu au suffrage
universel indirect pour une durée de 4 ans. Et en termes de prérogatives, c'est lui qui remplace le président de la République en cas de destitution, de démission ou de décès ou d'incapacité. La Constitution américaine prévoit également que le vice-président de la République, le vice-président américain, est le président du Sénat. Donc, il a un rôle au sein du Sénat, c'est-à-dire qu'en cas de départ, c'est-à-dire qu'il vient départager les voix s'il y a une égalité. Donc, il a ce rôle-là. Ensuite, en ce qui concerne, donc on va parler des nominations après, pour revenir donc au statut du vice-président de la République gabonaise, tel que le projet constitutionnel le propose, en lieu et place de son élection, comme la Constitution américaine le prévoit pour son vice-président, le vice-président gabonais sera nommé, révoqué par le président de la République gabonaise. Et de plus, en termes de fonctions, le vice-président de la République gabonaise a des fonctions de suppléance. C'est-à-dire qu'il supplée le président de la République dans les fonctions que le président lui-même veut bien lui déléguer. Et ce qui est frappant, c'est que le vice-président de la République gabonaise doit prêter serment devant le président de la République gabonaise. Et ça, c'est l'article 50 du projet constitutionnel qui le prévoit. En termes de fonctions, pour aller plus loin, le projet constitutionnel prévoit que le vice-président de la République remplace le président de la République en cas d'empêchement. Donc, ces fonctions sont exercées de manière provisoire et de manière limitée. Même si l'empêchement ou la vacance de la présidence de la République est constaté de façon définitive. Donc, il exerce les fonctions de manière limitée puisqu'il lui est interdit d'exercer les fonctions qui sont fixées aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 du projet constitutionnel. Donc, nous sommes vraiment aux antipodes du régime présidentiel américain avec un vice-président. Ensuite, qu'en est-il des nominations? Donc, en ce qui concerne les nominations, pour ce qui est des États-Unis, je suis toujours sur l'analyse de l'exécutif américain et l'exécutif gabonais. Donc, pour ce qui est des nominations, aux États-Unis, les nominations des hauts fonctionnaires, on va les énumérer, sont faites de concert entre le président et le Sénat. Donc, concrètement, le président, bonjour Dana, le président propose au Sénat et sur l'avis et avec le consentement du Sénat, les nominations suivantes, à savoir les ambassadeurs, les ministres publics, les consuls et les fonctionnaires. Donc, on voit bien que pour nommer les fonctionnaires, les personnes que je viens de désigner, le président de la République, le président américain n'a pas de monopole. Donc, il le fait de concert avec le Sénat. Et il y a une double condition, c'est-à-dire le président de la République doit recueillir l'avis du Sénat et doit avoir le consentement du Sénat en ce qui concerne les nominations. Et ce qui est frappant en plus, c'est que les postes, la création des postes ne relève pas aussi de la compétence du président de la République, mais du Congrès. Et ça, c'est clairement précisé dans la Constitution américaine.
les postes créés par la loi relèvent de la compétence exclusive du Congrès, ce qui n'est pas le cas du projet constitutionnel. Dans le projet constitutionnel, le pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République gabonaise. L'article 55, il nomme aux emplois civils et militaires. Il nomme aux emplois supérieurs, notamment, donc ce qui veut dire, donc la précision elle est de taille. Donc c'est clairement dit notamment, ce qui veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Autrement dit, il peut imaginer, le président de la République gabonaise peut imaginer d'autres fonctions qui n'ont même pas été prévues par le projet constitutionnel. Dans tous les cas, l'article 66 prévoit les postes suivants que le président de la République peut pourvoir. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les officiers supérieurs et généraux, les directeurs des administrations centrales ainsi que les gouverneurs. L'article 69 lui octroie un autre pouvoir discrétionnaire de nomination, celui des membres du gouvernement, ainsi que celui du vice-président. On a même deux vice-présidents. On a le vice-président de la République et on a le vice-président du gouvernement. Ces deux vice-présidents sont exclusivement nommés par le président de la République. Sachant que le président de la République a également le pouvoir de mettre fin à ces deux fonctions-là. Ce qui m'a frappé, c'est l'article 55 du projet constitutionnel, c'est-à-dire qu'avant leur entrée en fonction, les commandants en chef, les gouverneurs, les ambassadeurs, ainsi que les envoyés extraordinaires prêtent serment devant qui? Devant le président de la République. Donc, le projet constitutionnel fait bien du président de la République un homme fort, un hyper-président, l'employeur national, comme je l'ai dit dans un de mes posts, l'homme fort vers qui tous les Gabonais qui veulent occuper des hautes fonctions au plus haut sommet de l'État doivent se référer pour espérer avoir un poste. On est bien dans un régime dictatorial. Qu'en est-il maintenant du pouvoir judiciaire? Voici comment la Constitution américaine sépare les pouvoirs. Le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire. Il est clairement précisé dans la Constitution américaine que le pouvoir judiciaire est exclusivement confié à la Cour suprême. C'est important les mots. Exclusivement confié à la Cour suprême. C'est important les mots. Donc il y a une exclusivité qui est clairement définie dans la Constitution américaine. Quand on va analyser les autres dispositions de la Constitution américaine, on se rend compte qu'il n'y a aucune entorse, aucun partage de ce pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif. Et c'est ce qui fait dire qu'il y a bien une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Allez faire des recherches sur... allez faire vos recherches. Ce que vous allez retrouver sur ce régime, on vous présentera ce régime comme étant un régime présidentiel dans lequel il y a une stricte séparation des pouvoirs. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce qui n'est pas le cas du projet constitutionnel en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. D'abord, l'exclusivité de l'application des lois n'y apparaît pas. Donc, il est certes précisé à l'article 111 que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais quand on va plus loin, cette indépendance est remise en cause à l'article 53 du projet constitutionnel. L'article 53 vient nous dire que le président de la République veille à l'application des lois. Or, la séparation des pouvoirs, il y en a trois.
le pouvoir exécutif exécute les lois, j'y reviendrai. Le pouvoir judiciaire applique les lois. Le pouvoir législatif édicte ou vote les lois. Donc, une république fonctionne autour de la règle de droit. Et chaque pouvoir, chaque institution a une mission au regard de la règle de droit. Le pouvoir exécutif, sa mission au regard de la règle de droit est d'exécuter la règle de droit. Le pouvoir législatif, sa mission au regard de la règle de droit est de pouvoir édicter la règle de droit. Et le pouvoir judiciaire, sa mission au regard de la règle de droit est de pouvoir appliquer la règle de droit. L'indépendance, la séparation des pouvoirs n'est pas garantie par le projet constitutionnel. À l'article 53, le président de la République veille à l'application des lois. Donc, l'article 53 n'a pas sa place dans un régime présidentiel, si ce n'est dans un régime dictatorial. Autre point, l'article 128, qui n'existe nulle part, il n'y a aucun article similaire au sein de la Constitution américaine. L'article 128 du projet constitutionnel vient dire ceci: le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté par 2 ministres de l'organe exécutif, à savoir le ministre de la Justice et le ministre du Budget. Donc, cette absence de séparation de pouvoir, comme je le disais tantôt, où ces organes-là, où cet article-là n'est nullement présent au sein des dispositions de la Constitution américaine. Qu'en est-il de la nomination des juges? Parce que c'est l'argument qui est proposé ou qui est mis en avant par les partisans du oui pour dire que le président de la République nomme également les juges de la Cour suprême. Donc, je vais lever cette confusion de manière claire et non équivoque. Donc, il est dit au sein de la Constitution américaine que le président propose au Sénat, le président américain propose au Sénat des juges à la Cour suprême et sur l'avis et avec le consentement du Sénat. Autrement dit, il y a 2 conditions cumulatives. Le président de la République, à lui seul, ne nomme pas les juges de la Cour suprême. Donc, c'est une nomination de concert avec le Sénat. Et le Sénat joue un rôle dominant, on va dire, dans cette nomination-là, puisque le président de la République doit recueillir l'avis du Sénat et le consentement du Sénat pour qu'il puisse nommer des juges à la Cour suprême. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, d'ailleurs, je vais le souligner, que ce qui nous est proposé dans le projet constitutionnel est similaire avec ce qui se passe aux États-Unis. L'article 123 du projet constitutionnel opère à nouveau une absence de séparation de pouvoir qui doit normalement apparaître dans un régime présidentiel. Il s'agit bien entendu du pouvoir dévolu au président de la République de désigner. L'article 123 opère une entorse au régime présidentiel qui est censé avoir une séparation de pouvoir entre l'exécutif et les juges, puisque le président de la République nomme de façon exclusive, de manière discrétionnaire, 3 juges à la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas du régime présidentiel américain. Le président américain partage ce pouvoir de nomination avec le Sénat. Donc, il est hors de question d'entendre dire que ce qui est prévu dans le projet constitutionnel est similaire à ce qui se passe aux États-Unis.
Alors, on poursuit. En ce qui concerne le pouvoir législatif, donc après donc, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif américain, il est dans la Constitution américaine, il est expressément prévu ceci, tous les pouvoirs législatifs sont attribués à un congrès composé du Sénat et d'une Chambre des représentants. Tous les pouvoirs. Donc c'est clair et net. Ce qui n'est pas le cas du projet constitutionnel. Le Parlement partage le pouvoir législatif, partage le pouvoir de légiférer avec le président de la République dans le projet constitutionnel. Certes, il est clairement indiqué à l'article 79 que le Parlement vote les lois, qui est sa mission régalienne, mais à l'article 53, on vient dire que le président de la République dispose d'un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire que le président de la République peut prendre des décrets qui ont une portée générale, impersonnelle et absolue, qui ont la même force obligatoire qu'une règle de droit édictée par le Parlement. L'article 100 vient octroyer d'autres prérogatives normatives au président de la République, en ce sens qu'il a l'initiative des lois par le biais du Parlement. C'est clair que dans cet article, certes, dans cet article, on fait référence au gouvernement, mais on sait très bien comment le gouvernement est nommé. Le gouvernement est nommé et désigné par le président de la République. Et donc, par conséquent, le pouvoir, donc c'est le président de la République, a aussi l'initiative des lois. L'article 100 vient dire, plus précisément, l'initiative des lois appartient au gouvernement. Et donc, par déduction, puisque le gouvernement, les membres du gouvernement, y compris le vice-président du gouvernement, sont désignés par le président de la République. Donc, il a également l'initiative des lois. Autre prérogative relevant de l'édiction des lois, que l'on retrouve à l'article 96, si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le président de la République est autorisé à reconduire provisoirement par ordonnance le budget de l'année précédente. Autre prérogative attribuée au président de la République dans le projet constitutionnel, c'est celui qui est prévu à l'article 99. Le Parlement autorise le président de la République, en cas d'urgence pour l'exécution de son programme, de prendre par ordonnance à nouveau, pendant l'intercession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pouvoirs qui sont attribués, les pouvoirs d'édiction qui sont attribués au président de la République dans le projet constitutionnel, ces pouvoirs-là sont ceux attribués à un président de la République dans un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire. Mais dans un régime présidentiel, ces pouvoirs n'ont pas à être attribués au président de la République. Il doit y avoir une séparation stricte des pouvoirs. On est bien dans un régime dictatorial, contrairement à ce que le camp du oui veut nous laisser entendre. Alors, on poursuit avec le droit du veto, avec le veto du président américain. Le veto du président américain est formulé de la manière suivante dans la Constitution américaine. Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au président des États-Unis si celui-ci l'approuve et le signe. Sinon, il le renverra avec ses objections à la chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso sur son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Je poursuis. Si après ce nouvel examen, le projet de loi réuni en sa faveur
les voix des 2/3 des membres de cette chambre, il sera transmis avec les objections qui l'accompagnaient à l'autre chambre qui l'examinera également de nouveau. Et si les 2/3 des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de loi. Autrement dit, en français simple, le veto du président américain n'est pas un droit absolu. Le veto du président américain, le droit de veto du président américain n'est pas un droit absolu. Une majorité des 2/3 du Congrès ou de l'Assemblée peut passer outre. Voilà, peut passer outre. C'est clairement exprimé au sein de la Constitution américaine. Donc tout ceci pour dire que les prérogatives qui sont attribuées au président de la République gabonaise dans le projet constitutionnel ne doit pas être confondu avec le droit de veto ou le veto américain, on vient de le dire. Le Congrès peut se passer du veto américain en votant la loi aux 2/3. Et cette loi aura force exécutoire. Donc le président américain, certes on dit de lui que c'est un homme fort, mais il y a un équilibre des pouvoirs. Il n'a pas des pouvoirs absolus. Alors, autre point, ce sont les pouvoirs qui sont prévus au sein du projet constitutionnel, aux articles, notamment l'article 80. Ce sont les moyens qui sont mis à la disposition des parlementaires. Donc, le projet constitutionnel prévoit des moyens de contrôle, soi-disant, mis à la disposition des parlementaires. C'est l'interpellation, les questions écrites, les questions orales, la commission d'enquête, etc. Mais en réalité, ces prérogatives-là, on les retrouvait déjà dans la Constitution de 1991, qui instituait un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Ce sont des prérogatives que l'on retrouve en principe dans un régime dit semi-présidentiel, semi-parlementaire. Qu'est-ce que ces prérogatives-là viennent faire? Pourquoi on vient nous vendre ces prérogatives-là dans un régime présidentiel? Et en analysant la Constitution américaine, on ne retrouve nullement ces dispositions-là. Parce qu'on a bien compris qu'il y a un équilibre tout autre des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, qu'on ne vienne pas nous vendre les prérogatives de l'article 80 parce que ce sont les prérogatives que nos députés avaient avec la Constitution de 91 et qu'ils n'ont d'ailleurs jamais exercé. Qu'on ne vienne pas nous vendre cela. Autrement dit, ces prérogatives n'ont pas à y être dans une constitution qui se dit valoriser ou instituer un régime présidentiel. Alors, on poursuit. Qu'en est-il des traités et des accords internationaux? On parle du président américain. Il est dit dans la Constitution américaine que le président américain partage cette compétence avec le Sénat. Le président américain partage cette compétence avec le Sénat. Voici ce qui est dit exactement. Le président a le pouvoir sur la vie et avec le consentement du Sénat de conclure des traités sous réserve de l'approbation des 2/3 des sénateurs présents. Donc ici, par rapport aux nominations des hauts fonctionnaires où le président américain partage cette prérogative également avec le Sénat, là-bas on avait deux conditions, donc l'avis et le consentement. Ici on a trois conditions qui sont cumulatives, l'avis, le consentement et l'approbation aux 2/3. Donc le président de la République à lui seul ne peut pas négocier, ne peut pas conclure, ne peut pas ratifier les traités et accords internationaux, ce qui est le cas
dans le projet, ou autrement, ce que je vais dire, ce que je vais dire, c'est que le projet constitutionnel soumis à notre appréciation ne prévoit pas cela. Le président de la République a une place prépondérante. Voici ce qui est dit à l'article 62. Le président de la République négocie, ratifie, autorise même dans certains cas, voici ce qui est la formulation exacte, toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international est soumise à l'autorisation du président de la République. Le rôle du Parlement même, puisque là on est même en matière d'édiction des lois, mais des traités et des accords internationaux, le rôle du Parlement est cantonné à un rôle d'autorisation. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui doit autoriser le président de la République à négocier, ratifier et conclure des traités internationaux, des accords internationaux et des traités. Et on a vu que pour ce qui est du régime présidentiel américain, ce n'est pas le cas. Cette prérogative est partagée par le Sénat. Et c'est bien verrouillé. C'est bien verrouillé. Le président américain doit recueillir l'avis, l'approbation et le consentement du Sénat pour tout ce qui est ratification et négociation des traités. Autre point, c'est la modification de la Constitution. Que dit la Constitution américaine? La Constitution américaine dit que la mère des lois ne peut être modifiée soit par le Congrès à la majorité des 2/3, soit par les pouvoirs législatifs fédéraux à la majorité des 2/3. Dans les deux cas, il doit y avoir l'amendement doit être ratifié à la majorité des 3/4 des fédéraux. Donc, je vais lire exactement le contenu de cette disposition-là. Voici ce qui est dit. Le Congrès, quand les 2/3 des deux chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou sur la demande des législatures des 2/3 des États, convoquera une convention pour en proposer. Dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront validés à tout égard comme faisant partie intégrante de la présente Constitution. Lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des 3/4 des États ou par des conventions dans les 3/4 d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès, sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'an 1808 ne puisse en aucune façon affecter la première et la 4e clause de la 9e section de l'article 1er et qu'aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage au Sénat. À aucun moment, le président américain apparaît dans ce dispositif-là de modification de la Constitution américaine. On est dans un régime présidentiel. Que vient dire la Constitution ou le projet constitutionnel qui est soumis à notre appréciation? Article 167. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République. Donc, autrement dit, il a le pouvoir de réviser, de prendre l'initiative de réviser la Constitution, soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Voici l'hyper-présidentialisation qui est dénoncée. Une constitution qui peut être révisée par un seul homme en détournant la voie référendaire et en soumettant son projet de révision constitutionnelle aux députés aux ordres, il faut dire les choses. Parce que c'est ce qui s'est toujours passé depuis là en fait.
Pourquoi est-ce que nos députés, avec la Constitution de 1991, n'ont jamais exercé les pouvoirs qui étaient les siens, pourtant prévus dans la Constitution? La Constitution américaine n'octroie pas au président américain de pouvoir de modification de la Constitution. Ce qui est le cas du projet constitutionnel. Autre élément qui permet de dire qu'on est bien dans un régime dictatorial, contrairement à ce qu'on vient nous dire qu'il s'agit d'un régime présidentiel, je viens de vous démontrer que non, il ne s'agit pas d'un régime présidentiel, mais bel et bien d'un régime dictatorial. C'est la destitution, les sanctions à l'encontre du président de la République. Que dit la Constitution américaine sur ce point? C'est la section 4 de la Constitution américaine qui vient dire que le président américain, le vice-président américain, tous les fonctionnaires civils américains sont destitués de leur charge sur mise en accusation et condamnation pour haute trahison. Et ce que j'aime bien, ça on ne le retrouve pas pour ce qui est du président de la République dans le projet de loi constitutionnelle, c'est ces autorités-là, dont le président de la République, peuvent être mises en accusation et condamnées pour corruption et crimes et autres délits majeurs. Et quel est l'organe qui a la compétence de mettre en accusation et de condamner? On va parler ici que du président de la République, c'est le Congrès. On est loin des conditions drastiques, des lourdes conditions, des lourdes procédures, je vais y arriver, que l'on retrouve dans le projet constitutionnel qui, au final, même si on se retrouve dans ces cas de figure, n'aboutiront à rien du tout. Donc, pour le président, pour le régime présidentiel américain, le président est mis en accusation par la Chambre des représentants et jugé par le Sénat. C'est pas plus compliqué que ça. On va voir la complexité de la mise en accusation du président de la République gabonaise telle que proposée par le projet constitutionnel. Donc, ce que j'ai dit, ce que j'ai constaté, en fait, chers compatriotes, il ne faut même pas espérer que le président de la République soit mis en accusation ou soit jugé, parce que beaucoup des partisans du oui s'appuient également sur cette disposition, en réalité qui n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté puisque cette disposition-là était déjà à l'article, était déjà au sein de la Constitution de 91. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et jamais le président de la République n'a été mis en accusation ou condamné. Voici la procédure de l'article 137 du projet constitutionnel. Le président de la République est mis en accusation par le Parlement. Le Parlement composé donc des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Chaque chambre doit voter aux 2/3, à la majorité des 2/3, la mise en accusation. Chaque chambre doit voter à la majorité des 2/3 la mise en accusation. Il suffit qu'une chambre vote la mise en accusation au 1/3 pour qu'il y ait blocage. Et là, je me disais peut-être que la Constitution allait s'arrêter là. Donc, il y a une solution qui est apportée à ce blocage. La Constitution, le projet constitutionnel donne pouvoir à l'Assemblée nationale. Non, c'est même formulé comme ça, c'est-à-dire que les deux chambres sont déjà en opposition, mais pour sortir de cette opposition, le projet constitutionnel vient nous dire, pour sortir de cette opposition, les deux chambres doivent trouver un terrain d'entente. Mais comment on peut trouver une même position, sachant que les deux chambres sont déjà opposées? Première difficulté, qui me fait dire qu'il ne faut même pas espérer qu'un jour, l'article 137 du projet de loi constitutionnelle qui existe, hein, je reviendrai là-dessus,
au sein de la Constitution de 91, il ne faut même pas espérer la mise en mouvement de ces dispositions-là. Alors, le projet constitutionnel vient nous dire, en cas de blocage, il appartient à l'Assemblée nationale de débloquer la situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que, puisqu'on a deux chambres qui s'opposent, et si c'est l'Assemblée nationale qui ne veut pas mettre en accusation le président de la République, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que l'Assemblée nationale ne mettra jamais en accusation le président de la République, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale, c'est elle qui souhaiterait mettre en accusation le président de la République, il lui appartient de saisir la Haute Cour de justice pour que le président de la République soit condamné pour violation du serment et haute trahison. Donc, vous comprenez que les conditions qui sont prévues à l'article 137 sont loin derrière ceux observés dans la Constitution américaine. Donc, allez-y vérifier l'article 78 de la Constitution de 91. Vous verrez que la mise en accusation et la condamnation du président de la République, les conditions qui étaient prévues pour déclencher cette procédure-là n'étaient pas aussi compliquées. J'en ai terminé avec cette analyse comparative de le régime présidentiel américain et celui qui est proposé par le projet constitutionnel, qui, vous l'avez constaté, est loin d'être un régime présidentiel. On est bien en face d'un régime dictatorial. Donc, vous venez bien de voir que ce que vous vend, il y a bien un équilibre des pouvoirs au sein de la Constitution, au sein des trois institutions, au sein de trois pouvoirs de l'État américain, ce qui n'est pas le cas du régime ou de la collaboration qui peut y avoir au sein du régime proposé par le projet constitutionnel. Il y a un empiètement visible de l'exécutif, particulièrement du président de la République, sur toutes les institutions. Donc, vous l'avez compris, il s'agit en réalité du régime dictatorial auquel le Gabon a toujours été soumis, que l'on tente de constitutionnaliser. La Constitution de 91 instituait un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire, mais qui n'a jamais été appliqué par les autorités de l'État. Ce régime n'a jamais été appliqué par les autorités. Il est peut-être temps de prévoir son application au lieu de basculer à un autre régime. Il est peut-être temps de revenir à cette constitution-là et d'habiter les principes qui y sont avant de basculer à un autre régime. Le Parlement n'a jamais, les premiers ministres n'ont jamais exercé leurs prérogatives. Dans la Constitution, il est dit que c'est la Constitution de 91, il est dit que c'est le Premier ministre qui conduit la politique nationale. Mais tous les premiers ministres de la Constitution de 91, même bien avant, se sont toujours plaints qui n'ont jamais pris de décisions. Le Parlement, qui a pourtant des prérogatives, n'a jamais exercé ses prérogatives avec la Constitution de 91. Le Parlement peut mettre en accusation, on l'a vu, le président de la République, je suis sur la Constitution de 91, le Parlement peut mettre en accusation le président de la République. Le Parlement peut amener la démission des gouvernements
par la motion de censure et le vote de confiance. Ces prérogatives n'ont jamais été exercées. Pourtant, elles existent au sein de la Constitution de 1991. Pourquoi on vient nous ramener ça dans le projet constitutionnel comme si c'était des éléments qui sont innés à un régime présidentiel, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on voit dans un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire, comme par exemple celui de la France. Alors, je termine en disant que j'ai fait ce travail de comparaison avec la Constitution américaine parce que c'est la plus vieille constitution écrite qui existe. C'est la plus vieille constitution qui existe. Et elle a fait ses preuves. Nul n'est besoin d'aller prendre comparaison avec des constitutions, soi-disant, qui instituent un régime présidentiel au sein des pays africains. Ces constitutions-là n'ont pas fait leurs preuves, quoi qu'il en soit. Et ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Les États-Unis sont la première puissance mondiale. Donc, la Constitution américaine a fait ses preuves depuis qu'elle existe. Donc, quand on veut se comparer à quelqu'un, on se compare au meilleur. On ne se compare pas à d'autres personnes. On se compare au meilleur. La Constitution américaine a fait ses preuves. Donc, je vais comparer le régime présidentiel, soi-disant, qui est préconisé au sein du projet constitutionnel avec la meilleure constitution qui existe sur ce monde. Et c'est la constitution américaine. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, je conclus, je demande, j'exhorte mes chers compatriotes à aller voter non au prochain référendum. Voilà. J'en ai terminé.